Alors, bonjour tout le monde. Ce cours de gestion informatisée des stocks va commencer aujourd'hui avec une première application. Il faut savoir que ce cours porté sur la mise en place des systèmes de gestion, des logiciels, des applications, vous permet de gérer de manière très efficace et précise les stocks dans une entreprise en utilisant par exemple Excel, Sage, Odoo, etc. Voilà donc, et cette manière de faire permet de suivre en temps réel les mouvements d'entrée, sortie et voir également des commandes, des livraisons et tout ça, et surtout d'optimiser le niveau du stock et de minimiser aussi les coûts parce que si vous n'avez pas un système très efficace dans le cadre de la gestion en ce moment, vous risquez d'encaisser beaucoup de coûts de rupture ou de surstockage parce que vous aurez du mal à contrôler tout ça. Raison pour laquelle nous allons essayer de suivre ce plan, donc à savoir déjà une première partie sur l'introduction du stock qu'on a déjà vu. Ensuite, on a déjà rappelé quelques notions essentielles qu'un gestionnaire doit connaître avant de se mettre à utiliser des logiciels de gestion des stocks. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'élaboration d'une base de gestion des stocks via Excel adaptée à la méthode de Whitson. Ensuite, nous allons voir prochainement la mise en place d'une base de gestion des stocks via Excel, mais en adaptant les méthodes, les seuils, pardon, à savoir le seuil de sécurité minimum alerte ou le seuil maximum. Donc là, cet outil nous permettra de travailler lorsque Whitson n'est plus valable dans un environnement de travail. Ensuite, nous allons voir Sage, gestion des stocks. Nous allons apprendre également à développer une application avec Google Forms et Google Sheet pour pouvoir contrôler le stock à distance. Nous allons voir aussi ce fameux outil ERP Odoo, voilà, où on va pouvoir le configurer de A à Z pour gérer le stock et pour digitaliser également, digitaliser les points de vente. Et enfin, créer une application mobile via AppSheet pour pouvoir gérer son stock à partir d'un téléphone. Et enfin, nous allons terminer par faire un petit projet d'étude. Voilà, donc moi je vais commencer tout de suite. Je suis dans un classeur Excel. Alors, pour faire ma base de gestion des stocks, j'ai besoin de créer dans un premier temps, les articles qu'on me confie. Voilà, il faudra que je les liste et que je fasse ce qu'on appelle un inventaire initial. Donc, je renomme cette feuille article. Je mets tout en haut le titre, donc liste des articles de l'entrepôt. Voilà, donc de l'entrepôt, par exemple, NUFA 224. Donc, ça me va. Je peux agrandir la police. Voilà. Donc, je prends quelque chose comme ça. Ça me va. Donc, là, ça va être la liste de mes articles. Alors, pour faire la liste des articles, il est très important de déjà commencer par le nom article. Voilà, la colonne des articles ou le nom. C'est ici nous allons mettre la désignation. Ensuite, nous pouvons utiliser donc les codes barres ou les références des articles. On va appeler référence ou code barre. Donc, on peut utiliser ça ici. Donc, s'il y a des références, l'utilité des références, de la colonne référence, vous permet dans un entrepôt, si toutefois vous n'avez pas de code barre sur des articles, mais de mettre là-bas, par exemple, des emplacements. Voilà, donc de renommer des rayons, de donner les noms aux rayons, et puis de chaque article que l'on crée, on peut mettre directement
dans quel rayon se trouve l'article. Donc, ça nous permet, par exemple, de filtrer un rayon dans la base de données des articles et de connaître tous les articles qui sont déjà, qui figurent là-dedans. Ou sinon, s'il y a des codes barres, vous pouvez carrément créer ici un placement de l'article. Donc, ça peut aller aussi. Et bien, tous ces éléments-là peuvent changer en fonction de l'entrepôt. Il y a ces entrepôts, on n'en a pas besoin de tout ça, emplacement et autres. Tel que si on gère une citerne, avec du carburant dedans, donc on n'en a pas besoin et voilà. Donc, il y a des articles qui expirent. Raison pour laquelle nous allons mettre ici la date d'expiration pour éviter qu'il y ait, qu'on soit surpris avec une quantité de stock expiré. Donc, cette base de données va nous permettre de nous rappeler de temps en temps pour dire attention, voici il y a telle quantité d'articles qui tend à expirer aujourd'hui. Donc, ce serait mieux que tu alertes le département marketing et commercial pour qu'ils prennent leurs dispositions. Je vous rappelle bien qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font des promos à la fin de l'année et tout ça pour essayer de vendre des articles moins chers. Mais vous allez remarquer que la plupart de ces articles-là sont des articles qui ne peuvent plus tenir plus de 6 mois. Donc, ils font des promos et afin au moins de récupérer quelque chose, d'accord? Sinon, à force de garder des articles, ça devient des coûts pour eux. Il y a d'abord le coût de destruction du stock, parce qu'il faut sortir le stock et tout ça, ça demande de la manutention, tout. Il faut qu'ils payent, il faut qu'ils envoient le stock loin, il faut qu'ils le détruisent et tout, avec des produits chimiques et tout ça. Donc, ça risque de leur coûter, raison pour laquelle certains préfèrent vendre 4 fois moins cher un article que de continuer à le garder ainsi. Et cela, c'est grâce à la durée d'expiration. Donc, c'est à vous de remonter ça au département marketing commercial ou à la direction générale pour dire voici la liste des articles qui doivent expirer dans 9 mois, dans 6 mois. Ensuite, il est important de ressortir ce qu'on appelle le stock initial. Le stock initial va être d'ailleurs, d'accord, ce qui va vous lier entre le propriétaire, en fait, l'entreprise qui vous recrute et voilà, et le stock que vous gérez, parce que vous allez devoir compter physiquement tous les articles pour les mettre ici. Voilà, donc vous allez les définir, vous allez les mettre en quantité là, donc très important. Ensuite, nous allons mettre une colonne entrée, une colonne sortie, ça c'est pour les mouvements, et le stock final qui va nous permettre de faire l'inventaire, d'accord, donc qui va me permettre de voir la disponibilité en article aujourd'hui tout de suite. Donc, quand un article, par exemple, physiquement, il est inférieur à la quantité qui est indiquée ici, soit on a oublié de mettre l'opération dans le système, ou si on n'a vraiment pas oublié, soit il y a un problème, ok? Donc, le gestionnaire de stock doit justifier cela, c'est clair. Donc, comme on est avec Wilson déjà, on a dit qu'on a bien sûr des paramètres à prendre sur chaque article. Wilson a 3 paramètres qu'il faut connaître sur chaque article avant de l'adapter. Ce qu'on appelle, premièrement, il y a la demande annuelle. Donc, demande annuelle, moi j'ai abrégé ici. Il y a le coût de commande. Il y a le coût de stockage. Et ensuite, ce sont ces 3 paramètres essentiels normalement que l'on doit avoir, ressortir, chercher à connaître.
pour avoir ce qu'on appelle la quantité écono. Ensuite, le nombre de commandes. Ensuite, la fréquence. Voilà. Et à partir de la fréquence, on peut mettre ce qu'on appelle date relance commande. Cette colonne va nous permettre de relancer les commandes. Ce sont des dates à laquelle on relance des commandes ou bien on réapprovisionne. Date de réapprovisionnement. Donc, à chaque fois que l'on réapprovisionne, on met la date là à jour. Ça va nous permettre de nous montrer la durée restante pour la prochaine commande. Combien de jours il reste pour faire la prochaine commande. Et ça nous donne la prochaine date de commande. Donc, on pourra voir directement pour chaque article quelle est la prochaine date de commande. Ça, c'est très important. Donc, si on finit de structurer notre tableau, nous allons donc créer des articles. Par exemple, nous, on gère le riz, la farine, le fonio et le sucre. Ce sont les 4 articles qu'on gère. On peut utiliser un tableau dynamique. Pour cela, il faut cliquer sur l'article ici. Vous venez dans mettre sous forme de tableau. Vous choisissez un modèle de tableau. Voilà. Moi, souvent, c'est ce que j'utilise. Vous cochez ici. Mon tableau comporte les en-têtes. Si vous ne cochez pas, il va vous créer des colonnes bizarrement. Donc, on fait OK. Donc, ça nous insère un tableau avec les filtres. On peut venir même changer de couleur ici, si on veut. Ou bien choisir un autre modèle de tableau, à notre préférence. Très bien. La référence des articles, ça peut être des chiffres, comme des codes barres, comme ça. Donc, ce qu'on appelle code barre, c'est, vous allez remarquer ça sur des articles. Ensuite, les emplacements, je vais dire, OK, rayon 1, étagère 1. OK? Et puis, rangée 1. Tu vois? Et moi, ça me va. En fait, cet article, OK, donc là, c'est ça. On va supposer que c'est vraiment pas le riz, hein. Ce sont des articles qu'on stocke dans les rayonnages. Donc, on peut codifier de cette manière-là. On va dire, OK, rayonnage 1, étagère 1, et puis la première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, etc. Donc là, même si c'est nouveau qu'on envoie dans l'entrepôt, il peut tout de suite se retrouver, bien sûr, pour chercher un article. Ensuite, on a dit qu'on a besoin de la date de péremption. Cet article, par exemple, il expire au 12e mois 2024. Cet autre, le 12e mois 2026. Cet autre, le 4e mois 2025. Ensuite, lui, il expire le 11e mois 2023. Donc, nous avons ces articles, ces dates de péremption. Et je vais chaque fois colorier en vert, par exemple, ou en bleu comme ça, les champs dans lesquels nous allons faire des calculs. Okay? Comme ça, même si vous donnez à quelqu'un, vous pouvez lui dire, OK, vous n'avez pas besoin de modifier les colonnes.
colorié en bleu à l'entête. Ce sont des formules qui sont là-bas. Donc, la durée restante d'expiration est égale à la date d'expiration de l'article moins aujourd'hui. Donc, mettez aujourd'hui carrément en Excel, ça vous donne la formule aujourd'hui. Ceci vous permet de vous donner la date actuelle du jour. Donc, fermez la parenthèse à la fin et vous faites entrer. Ensuite, il faut sélectionner toute la colonne et puis vous venez sur le format de nombre pour cliquer sur les 3 zéros ici. Donc, cela vous permet de convertir la durée d'expiration en nombre, pas en date. Donc, on voit ici, il reste 411 jours pour l'expiration de cet article-là, 1141 jours, etc. Donc, si je modifie la date, je ramène par exemple ça en 2025, ça me change automatiquement la durée d'expiration. Et prochainement, chaque article que je dois ajouter, automatiquement, je mets la date, ça me calcule la prochaine, faites le nombre de jours qui reste pour son expiration. Comme ça, la base de données va fonctionner. Par exemple, je gère le café aussi. Voici le code barre. Je mets ça. Il expire le 15, 10e mois, 2026. Donc, il me donne directement le nombre de jours qui restent. Maintenant, ces jours-là, je peux mettre des alertes. D'accord? Normalement, en gestion de stock, lorsqu'un article a une durée de péremption inférieure à 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, ok, cela signifie que l'article a expiré. D'accord? S'il est entre 3 mois et 6 mois, c'est-à-dire 90 jours et 180 jours, ça veut dire que cet article-là est sous alerte. Ok? Donc, on doit faire attention à cet article. Sinon, quand c'est supérieur à 190 jours, on dira distribuable. D'accord? Voilà, distribuable. OK? Donc, comme nous, ici, on ne va pas rentrer trop dans les formules là. Nous allons essayer donc d'utiliser des codes couleurs. Pour essayer d'identifier rapidement des articles qui tendent à expirer. Pour cela, on sélectionne la durée ici. D'accord? Donc, on vient dans mise en forme conditionnelle. On va voir ici les icônes, les jeux d'icônes, bien sûr. Moi, j'aime bien les jeux d'icônes. Et puis, on vient sur autres règles à partir des jeux d'icônes. Clique ici. On choisit, voilà, moi, je pourrais, par exemple, je change ça. Je prends le style d'icône avec des flèches. Donc, croix rouge, ça veut dire expirer. Point d'exclamation en zone, ça veut dire là, c'est un article qui est sous alerte. Et puis, la flèche là, c'est bon. Là, vous changez en nombre. À droite ici, type de données, vous mettez en nombre. Parce que ce sont des valeurs qu'on a là. Ensuite, on va dire, OK, le vert là, c'est quand l'article est supérieur à 180 jours, supérieur ou égal. Ou bien strictement supérieur. Les égalités, vous pouvez les changer ici aussi. Sous alerte, c'est quand l'article est inférieur à 190 jours, 180 jours, et supérieur à 90 jours. Et la croix rouge viendra, c'est quand l'article est inférieur à 90 jours. Donc, en récap,
C'est ici seulement que vous mettez des valeurs. 180 jours, 90 jours. C'est tout. Et vous faites OK ici. Ça vous permet de voir directement ça. Et bien sûr, dans votre tableau, vous pouvez faire ici le filtre. Venez filtre par couleur. Vous pouvez dire OK, je vais seulement voir des articles expirés. Ça vous sort, ça vous filtre les articles expirés. Ou les articles distribuables. Ou bien, je veux rien, je clique sur effacer le filtre. Donc, le stock initial est la quantité que vous allez compter physiquement dans l'entrepôt. Donc, vous faites le décompte. Moi, ici, par exemple, le riz, j'ai 800 sacs de riz, 620 sacs de farine, 780 sacs de fonio, 120 sucre sacs, le café, 7500. C'est ce qu'on a trouvé en place. Voilà. Et ici, nous allons utiliser des calculs après. Mais on peut anticiper et calculer le stock final. On a dit pour connaître le stock final d'un article, qu'on a peut-être géré du matin au soir, on dira que c'est le stock initial du matin, plus les entrées, moins les sorties. Donc, c'est la formule, voilà, c'est la formule qu'on utilise pour pouvoir déterminer le stock final. Hein? Donc, on met égal dans le stock final, on dira que c'est le stock initial plus entrée, moins les sorties. Donc, ça nous fait pour le moment, présentement, ça nous dit toujours ici que le stock initial est égal au stock final parce qu'il n'y a pas eu d'entrée. Mais quand je sors 13 articles ici, par exemple, je fais dans sortie, ça me recalcule automatiquement ici. Donc, c'est normal. Là aussi, je peux mettre des alertes. Voilà, pour voir juste les articles qui ont trop baissé, qui sont beaucoup et tout. Donc, tu peux venir prendre, par exemple, cette petite mise en forme pour voir en dégradé le niveau du stock des articles. Ça, c'est bon. Maintenant, on passe à la méthode de Whitson. Donc, comme on l'a dit, on va mettre toujours des couleurs bleues à l'entête des colonnes qu'on va faire des calculs. La demande annuelle, le coût de commande et le coût de stockage sont des valeurs qu'on doit obtenir sur le terrain en fonction de l'entrepôt qu'on gère. Raison pour laquelle ici, on va supposer que la demande annuelle de cet article c'est 8000, là 6000, là 7500, voilà, et tout ça, là 15 000. Ça, c'est la demande annuelle. Donc, si je veux augmenter un peu. 60 000, 115 000, 150 000. Donc, le coût supporté pour chaque commande, on va le mettre ici. On va dire que A, c'est 650 000 pour cet article. Là, 800, 700, 115, là, 900 et quelques. Voilà. Le coût supporté pour le stockage, là, on va dire que c'est 1 880 000. D'accord, à chaque fois qu'on stocke, du début du stockage jusqu'à la fin du stockage qu'on supporte. Là, on va dire que c'est fait 2 millions 10 000. Là, 3 millions 150. Là, 850 000.
Voilà. 4 millions et quelques. Donc, je vous dirais que ces données, vous les obtenez sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, la quantité économique, nous allons dire que c'est la racine carrée, comme on l'a vu dans les leçons, de 2 multiplié par la demande annuelle, multiplié par le coût de commande, divisé par le coût de stockage. On ferme la parenthèse, on met entrée. On pourra voir que, déjà, la quantité économique, c'est très bien calculé ici. Donc, chaque commande qu'on fait, on voit le nombre d'articles qu'on doit commander par article. Le nombre de commandes, oui, c'est divisé par le coût de stockage. Le nombre de commandes, c'est la demande annuelle divisé par la quantité économique. OK. Donc, on va réduire juste des quantités ici, là. Vous voyez, on n'a plus de valeur forfaitaire. Voilà, 70 commandes, c'est bon. Donc, je vais réduire ici à 1 million. Je fais ici. Je réduis ici au moins 33 commandes, c'est bon. Voilà. « 26 commandes. » « 29 commandes. » 37 commandes. OK? Donc là, c'est bon. On a essayé de réajuster un peu des valeurs. Ensuite, la fréquence des commandes va être égale à 365 divisé par le nombre de commandes. Et on fait entrer. Donc là, on voit chaque 8 jours, chaque 11 jours, chaque 2 semaines, etc. On fait la commande. Donc, à chaque fois que l'on approvisionne, on met la date de réapprovisionnement. Par exemple, moi, je vais mettre le 20, 10e mois 2023, qu'on a approvisionné cet article, etc. Là, c'est le 24 et tout ça. Donc, c'est ce qui nous permet de connaître ici la prochaine date de commande. Si on a commandé le 20, étant donné que chaque 8 jours, on doit commander, la prochaine date, c'est égal à quoi? 8 plus la date de réapprovisionnement. Je convertis ici en date courte et ça fait le 27. N'est-ce pas? Parce que là, il faut comprendre que ça a été arrondi, c'est 7, et quelques. Donc, c'est normal que ça nous arrondisse ici également pour nous dire le 27 qu'il faut lancer la prochaine commande. Et pour savoir le nombre de jours qui restent, ça va être quoi? Pour connaître le nombre de jours qui restent, on va dire que c'est la prochaine commande moins au jour
Donc là, il reste 0 jours. Là, c'est 4 jours, etc. Là, c'est 8 jours, 6 jours. Donc, à chaque fois, c'est comme ça, on doit renouveler. Voilà. Ensuite, il est important de penser au planning de réapprovisionnement, malgré qu'on a cette base donnée déjà à jour. Par exemple, on va prendre le premier article, le riz. Le riz, on a besoin de le réapprovisionner. Ou prenons l'autre, le second, la farine, on doit faire 33 réapprovisionnements, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais vous faire un exemple ici. Donc, je mets le planning ici. Le planning d'approvisionnement. Le planning d'approvisionnement de la farine. Donc là, je mets appro 1. Donc c'est qu'on va faire combien? 33, n'est-ce pas? Donc vous faites ça, vous faites 33 approvisionnements comme ça. Ensuite, mettez la date. Donc mettez la première date d'approvisionnement. Par exemple, si c'est le 4 janvier 2024, 2023 par exemple. La prochaine date, ça va être égal à la date d'approvisionnement plus quoi? La fréquence. La fréquence, on a eu combien? 8. Ah, la farine, c'est 11. C'est ça, non? Donc, plus 11. Et c'est ce qu'on va incrémenter. On peut orienter le texte vers le haut. On incrémente ça ici. Et là, c'est bon. Ensuite, on met la quantité économique de la farine qui est égale à combien? 33. Non. 182. Pour chaque commande, ça va être 182. Et que la somme doit faire la demande annuelle. N'est-ce pas? Donc, la demande annuelle, c'est 6 000. Comme ici, il y a eu des arrondissements parce que normalement, c'est 32. Ouais, 32,98. Donc, on ne pourra pas, c'est-à-dire à la dernière commande, à la 33e commande, il aura 6 de moins. La dernière commande ne pourra pas prendre les 182. Donc, 182 moins 6, ça me donne combien? 176, voilà. Donc, voilà, le total, ça nous fait 6 000. Donc, la demande annuelle va être là. Ça nous fait 6 000, n'est-ce pas? Donc, après, on va calculer la fréquence cumulée. Fréquence cumulée, le premier carreau, on met égal, on clique sur la première quantité économique. Et la deuxième commande, la deuxième période, on met la quantité, la fréquence cumulée antérieure plus la quantité économique de la deuxième période.
On met entrée. Là aussi, je peux mettre les montants horizontalement, bien sûr. Je pense que même là aussi. Donc, ça nous permet de voir progressivement c'est quoi l'attente de nos objectifs en termes d'approvisionnement. Après, on fait la fréquence cumulée croissante, n'est-ce pas? Pour voir en pourcentage, c'est quoi l'évolution des approvisionnements. OK? Donc, pour cela, on a dit qu'on prend la fréquence cumulée divisée par 6000. 6000, c'est quoi? La demande annuelle, n'est-ce pas? On met en pourcentage et c'est ce qu'on incrémente. On peut orienter verticalement aussi. Donc, ce tableau, on peut le faire ainsi. Les pourcentages là, on peut utiliser une mise en forme conditionnelle, comme celui-ci. Et ensuite, les dates qui sont là, on peut faire une mise en forme conditionnelle pour voir sur la période de 2023, quels sont des approvisionnements terminés déjà, c'est-à-dire, oui, écoulés, et qu'est-ce qui reste. Là, on vient ici, on fait règle de mise en surveillance inférieure à, on efface, on met égal aujourd'hui. Donc, quand on met aujourd'hui, ben, ne mettez pas d'apostrophe, s'il vous plaît, parce que avec des apostrophes, ça ne prendra pas du tout. Donc, moi, je peux personnaliser ma couleur. Donc, je fais comme ça. Elle dit OK. Ça va être pour les dates passées. Donc, aujourd'hui, on est le 17. La dernière commande qu'on a, dernier approvisionnement qu'on a fait, c'est le 17 10e mois. La prochaine, ça va être le 28, n'est-ce pas? Pour cette année-là. Donc, ça vous permet de suivre tranquillement vos approvisionnements ici. La quantité à approvisionner. Et quel est l'objectif que vous avez eu à réaliser à la date d'aujourd'hui. Donc, tout est indiqué là, n'est-ce pas? Ça, c'est bon. Donc, après le tableau des articles, bien sûr, vous pouvez penser à faire ce qu'on appelle un journal de pointage, un journal de mouvement des entrées et sorties. Parce que vous n'allez pas venir ici chaque fois, lorsque vous approvisionnez un article, que vous venez mettre ici 173, non. Entrée, non. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Mais plutôt, nous allons faire le journal des entrées et sorties. Le journal des entrées et sorties des articles. Et dans ce journal, on a besoin de la date du jour de sortie. On a besoin de l'article qui a été mouvementé, entrée, sortie, et description ou bien observation. N'est-ce pas? Donc là aussi, si le 1er janvier, le 4, « 2023, j'ai approvisionné un article, par exemple la farine. Je mets la quantité ici, etc. Ce tableau il peut être en dynamique
aussi. De cette façon-là. Et la colonne des articles doit être une liste déroulante pour éviter des erreurs. Parce que quelqu'un peut mettre farine avec S un jour. Donc, il a raison. Ou bien farine sans S. Ou bien farine avec F minuscule. Et puis le reste majuscule. F majuscule, le reste minuscule. Donc, et si cela est fait, nous, ici, les calculs ne pourront pas s'effectuer. Donc, quand c'est une sortie, le stock final ne pourra pas diminuer, et chose qui peut amener des confusions pendant l'inventaire. Raison pour laquelle on doit verrouiller cette colonne. Et pour verrouiller, on sélectionne la colonne des articles au niveau du journal. On vient dans l'onglet Données. Nous allons voir ici Validation des données qu'il faut cliquer. Nous allons dire OK. On veut faire les articles là en liste, mais cette liste doit être rattachée au tableau des articles qu'on a déjà. Et au niveau de la source ici, on viendra sur les articles et on choisit nos articles. C'est-à-dire dans la colonne articles au niveau du tableau journal, c'est uniquement les articles qu'on a créés qui pourront s'afficher là-bas. Quand il saisit autre chose, ça refuse. Là, on augmente par exemple 3 zéros parce que là, à la fin, c'est 11. Donc, quand on fait 3 zéros, ça fait 11 000. Ça veut dire que notre base de données d'articles, on peut ajouter 11 000 articles après, sans problème. On peut directement faire OK, ou bien on personnalise certains petits trucs, par exemple le message de saisie. Pour guider l'utilisateur à la saisie, on vient au niveau du message de saisie. On va écrire ici dérouler. On va lui dire ici que là c'est déroulé. On va dire OK, ici, il faudra dérouler le champ. N'est-ce pas? Pour choisir l'article. Voilà. Donc ça va être le message de saisie. Maintenant, si il insiste à saisir, normalement, il y a un message d'erreur qui va s'afficher. Stop. On va lui dire erreur. D'utilisation dans ce champ, il est interdit. Il est interdit de saisir des valeurs. Oui, il est interdit de saisir. Veuillez dérouler. Voilà. Donc, prochainement, dans mon journal, dès que je clique ici, on me dit dérouler. Ici, il faudra dérouler le champ pour choisir l'article, n'est-ce pas? Mais si je ne déroule pas, je mets n'importe quoi. Je fais comme ça, on me dit erreur d'utilisation, n'est-ce pas? Voilà. Dans ce champ, il est interdit de saisir, veuillez dérouler pour choisir, n'est-ce pas? Vous voyez, non? Donc là, déjà, ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui pourra guider l'utilisateur pour ne pas qu'il fasse des erreurs. Donc, si je fais le 5, je viens, je fais une entrée du riz également de 85. Voilà, donc c'est comme ça on fait. Le fonio, on sort 10. Le sucre, on sort 18. Le café, on fait une entrée de 150 à la date du 5. Le riz, on a une nouvelle sortie de 88.
Donc, on fait des mouvements d'entrée et sortie. Et il faudra que ces mouvements d'entrée et sortie soient répercutés ici pour qu'on voie le stock final. Pour cela, on utilise la fonction somme si ans. On vient ici, on met égal somme. On va voir la fonction somme si ensemble qu'on utilise. Plage il y a 3 critères à remplir, bien sûr. Donc, la première des choses, on vient directement dans le tableau des journaux. Et il faut savoir qu'on est dans la colonne des entrées. Donc, quand on vient dans le journal, on choisit la colonne des entrées en premier, toujours. Ensuite, on sélectionne les articles. Et enfin, on revient dans le tableau des articles. On prend le premier article. Là, on ne sélectionne plus tous les articles. On prend le premier article. Et on fait entrer. Si vous voulez vous fermer la parenthèse ou pas. Donc, quand vous faites entrer avec le tableau dynamique, lui va aller nous faire la somme de toutes les entrées par article. Voilà. On fait la même chose pour des sorties. On fait somme si ensemble. Là, c'est la colonne sortie. Donc, on vient dans le journal, on choisit la colonne des. Donc, ce qu'il faut comprendre, même s'il n'y a pas d'article, il faut choisir la colonne du haut vers le bas et on ne choisit jamais l'en-tête. Point virgule, on choisit également les articles. Et enfin, on vient au nouveau tableau des articles, on clique sur le premier article et on fait entrer. Donc, ça nous montre réellement le stock réel, le stock à jour. Voilà. Maintenant, la dernière des choses que je vais ajouter, c'est le tableau d'inventaire. C'est-à-dire, quand vous faites l'inventaire, pour faire l'inventaire, vous tirez une fiche qui va vous montrer la situation réelle, la situation disponible réelle dans l'ordinateur en termes d'articles. C'est cette fiche que vous allez utiliser pour faire le pointage. Maintenant, pour ne pas tirer cette fiche, on va créer une partie où on aura tous les articles avec le stock disponible. Donc, quand vous comptez, il y aura une colonne appelée stock compté. C'est là-bas vous allez reporter le stock, la quantité que vous avez eu à compter physiquement de l'article. Et devant, l'écart va se dégager. Donc, si le stock disponible dans la machine est égal au stock compté, donc la différence sera 0. Tandis que s'il y a l'écart, donc là, on peut voir. Donc, on va dire ici fiche d'inventaire. Fiche d'inventaire périodique. Je mets ici la date d'inventaire. C'était quand? Le responsable. D'entrepôt. Je mets ici le gestionnaire de stock. OK? Voilà. Donc, ça, c'est ça. Et puis, je peux agrandir légèrement la colonne. Et puis, j'aligne mon texte à gauche. Donc, date, on met par exemple la formule aujourd'hui pour que ça nous sorte la date automatique du jour auquel on est en train de faire l'inventaire. Le responsable entrepôt, on dira que c'est Adrien Camano. Le gestionnaire du stock,
dira que c'est Alpha Diallo. Voilà. Donc, ça va comme ça. Et cette fiche, elle est là. En bas, nous allons mettre ici article. D'accord? Après article, on peut mettre emplacement, donc référence. Emplacement de l'article. Stock. Non. Durée, expiration. Lors de l'inventaire, quand vous faites la situation des articles, il est important d'indiquer ça, quoi. Combien de jours il reste que l'article là expire. Stock disponible. Stock compté. On va dire ici surplus manquant. D'accord. Donc là également, il faut utiliser un tableau dynamique. Comme d'habitude, on coche. Si la case là n'est pas cochée, il faut toujours cocher, sinon ça vous donne bizarrement autre chose. Surplus. Le surplus, c'est quand le stock disponible est inférieur au stock compté. Donc là, il y a surplus. Manquant, le stock disponible est supérieur au stock compté. C'est bon? Très bien. Donc cette fiche, elle doit être normalement mise à jour chaque fois. Donc ici, pour récupérer les articles, on met égal. Ben, quand on vient directement sur les articles, on clique sur l'article, on fait entrer, on peut voir l'article. Le problème, lorsque tu incrémentes, tu verras les 00 en bas, chose que j'aime pas voir. Voilà. Ou soit on peut, pour simplifier, on peut laisser. Et on sélectionne tout le tableau. On vient, on clique sur les 3 zéros pour voir les pointillés. Référence, on vient ici. Article, référence. Même chose. Emplacement, même chose. On peut même incrémenter à droite. La durée de péremption. Article. Durée de péremption. Voilà. On voit ici que là, ça s'affiche là. Le stock disponible est égal à quoi? Le stock final. Oh ben, c'est ça. Donc, ça, cette partie sont des formules, n'est-ce pas? Donc, ce jour, vous mettez la date, tout, et puis vous commencez à compter. Ici, par exemple, vous trouvez ça.
Là, vous trouvez ça. Donc, c'est ce que vous avez compté physiquement, n'est-ce pas? C'est ça que vous mettez ici. D'accord? Maintenant, le surplus, on va mettre égal si. Le surplus est égal si le stock disponible est inférieur au stock compté, point virgule. Ça nous fait donc le stock compté moins le stock disponible. C'est-à-dire, ça nous calcule la différence là et ça nous met ça ici. Au cas contraire, 0. Donc, quand on fait entrer ici, on pourra voir que ben, il y a effectivement des surplus. Je reprends. On va dire si on veut en faire, si le stock compté d'ailleurs est supérieur au stock disponible, c'est qu'il y a surplus, non? Point virgule, on fait stock compté moins stock disponible. N'est-ce pas? Point virgule. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si le stock le stock compté n'est pas supérieur au stock disponible, dans la colonne surplus, il ne doit rien avoir là-bas, il doit avoir 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de surplus. OK? Donc, on met 0 et on tape entrée. Au niveau du manquant, on fait la même chose. Si le stock compté, cette fois-ci, est inférieur au stock disponible, point virgule, on va prendre le stock disponible moins le stock compté pour voir la différence. Au cas contraire, 0. On ferme la parenthèse et on fait entrer. On peut voir qu'il y a 27 articles manquants sur le premier article. C'est bon? Donc, si par exemple ici je trouvais 7750, donc là il y a 7 surplus. Si je trouvais ici par exemple 7766, on peut voir qu'il y a 4 manquants. Donc le fichier devient automatique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la période et puis vous reprenez le comptage ici. Et enfin, vous tirez cette fiche. Vous tirez cette fiche et puis vous déposez. Ça devient votre fiche d'invent périodique. Maintenant, vous pouvez mettre le logo de l'entreprise ici. C'est où là? Waouh! Excel fait trop de mises à jour maintenant. Donc, vous pouvez mettre le logo que vous voulez ici. D'accord? Là, c'est bon, ça veut dire que cette fiche, elle est prête. Voici un peu ce qu'il faut apprendre pour gérer le stock selon Wilson. Enfin, peut-être on peut ajouter un petit menu. On va mettre un petit menu ici.
va faire un petit menu de navigation. C'est des jeux de couleurs. Voilà. On va appeler sa base de données de gestion de stock. Wilson. Puis on fait ça, on fusionne. On augmente la police. Je vais changer le style de police ici. Après, on ajoute les boutons. Voilà. Les boutons de navigation ici. Et puis, on peut mettre l'ombre. On fait ça. Donc, article. Journal. Le planning. Inventaire. Donc là, ça va. Et pour lier le bouton article à la feuille article, on fait clic droit, on vient sur lien, on vient sur emplacement sur le document, on prend article. Journal, c'est la même chose, clic droit, lien, on prend journal ici. Planning, clic droit, lien. Inventaire, lien, on prend invent. Voilà. Donc, quand je fais ça, quand je clique sur article, ça me balance sur article. Maintenant, de part et d'autre, j'avais copié le bouton là-bas, je vais appeler ça menu, que je vais réduire. Je vais placer ça en haut ici. Je vais modifier le lien. Je prends menu. Et ce bouton, je vais copier. Voilà. Donc, quand je fais journal ici, je peux coller. Planning. Inventaire. Voilà. Donc, on a notre petite base de données qui fonctionne bien, on peut faire des bases de bien. Donc,
C'est tout.